enfants? Non, ça va pas commencer comme ça. Avec tout. T'as les rushs après? Ah, là, ça enregistre, c'est bon. Hein. Ah, ok. Tu sais, c'est des erreurs qu'on fait. Ouais. C'est des bêtisiers, hein. Je ne connais pas de mots. Tu sais comment on dit au Québec? Non. Les bloopers. Les bloopers. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je regrette. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit blooper. C'est bêtisier. Bêtisier. C'est un bon nom. Ouais. Bêtisier, c'est le processus du portfolio. Oui. Le processus obscur du portfolio. Partons avec le bêtisier. Non, on va faire. Bon, aujourd'hui, on va faire un truc simple, les enfants. T'as fait là. Bon, aujourd'hui, on va faire. Bonjour. Bonjour. Donc, on va continuer sur notre série de podcasts. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le portfolio. Oui. Donc, avec mon gars Mario et avec mon gars Pierre. Hein, Pierre? Tout à fait. De l'INRP et Mario de. Mario de Legault. Tout de go. Ouais. On est des faiseurs de portfolio. Donc, des faiseurs portfolio. Faiseurs. Qui c'est qui est volontaire pour la définition du portfolio? On peut la faire ensemble, mais je donne une caractéristique, t'en donnes une? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on ramasse des traces de ce qu'on apprend. Et on les dépose dans un dossier. Dans un dossier, si c'est un papier, si c'est une boîte, si c'est un site web, un endroit quelconque. Et on réfléchit sur ces traces-là. On essaie de retirer des leçons de ces traces-là. Donc le but c'est de réfléchir ou de les exposer? Un portfolio de présentation, Ouais. ce serait de les présenter. Ouais. Et un portfolio d'apprentissage, ce serait de nommer les apprentissages qu'on a fait là-dedans. Il y a toutes sortes de portfolios. Hein. Les architectes, les graphistes, avaient tendance à avoir des espèces de grands sacoches dans lesquelles ils pouvaient présenter ce qu'ils avaient fait. Mais l'intérêt d'un vrai portfolio, c'est de montrer le processus qui nous a conduit à arriver avec cette pièce-là. D'accord, c'est-à-dire, je suis parti de cette étape 1 et je suis allé à l'étape 2. Ouais. Mais comment je l'ai fait? C'est pour ça que c'est des artistes souvent qui ont valorisé, les architectes qui ont valorisé ce mot-là, ce concept-là. Parce que eux, la démarche est très importante. Voir le résultat de la pièce, c'est une chose. Mais voir la démarche de construction, l'œuvre parle davantage. D'accord. Et donc, c'est une démarche réflexive de la part de l'étudiant qui est attendue avec ces outils-là? Ben, pour moi, oui. S'il n'y a pas de démarche réflexive, c'est difficile d'apprécier véritablement un portfolio. Je peux avoir choisi des trucs et je peux choisir de les présenter, mais les raisons pour lesquelles je les ai choisis, qu'est-ce que ça dit de moi, comment le contexte qu'il y a autour vient nous aide à interpréter, je pense que c'est important. Et d'accord, donc c'est l'étudiant qui construit son portfolio, mais il est guidé, parce que c'est quand même pas une démarche évidente. Non, c'est loin d'être évident. Et quel est le rôle de l'enseignant là-dedans? Il doit le guider, il doit le contraindre? Il doit donner des balises. Tout n'est pas mettable dans un portfolio. Et en quelque part, il y a un regard réflexif extérieur qui est intéressant quand c'est un formateur, quand c'est un enseignant. Il ne vient pas jeter le même regard que quand c'est soi-même sur une pièce. Et dans mon cas, moi, j'essaie toujours que le portfolio soit social, c'est-à-dire que tout ça se passe le mieux possible en public, pour que les gens de l'extérieur aussi... Ah, quand tu dis public, c'est... Monsieur, madame, tout le monde. Ah ouais, carrément. Ah oui, au départ, on peut l'ouvrir à mon individu. Tout à fait. Mais à partir du moment où là, tu es en train de parler du portfolio d'apprentissage. Oui. Le portfolio que je vais mettre ou envoyer à un recruteur, je ne vais pas mettre ma réflexion dedans. Là, la plupart des gens ne le font pas. Alors, est-ce que c'est pertinent de le mettre ou de... Moi, je crois que dans certains cas, c'est hyper pertinent de le mettre. Chez nous, les gens qu'on embauche dans notre entreprise, on aime bien voir d'où ils sont partis et on ne jugera pas à partir des erreurs qu'il pourrait y avoir là-dedans. Le processus va nous indiquer leur capacité d'apprendre. Parce que dans notre entreprise, les gens qui arrivent, on ne considère pas qu'ils sont toujours parfaitement formés. On veut qu'ils soient capables d'ajuster qui ils sont, à qui on est. Alors, de voir leur capacité de bouger, c'est précieux. Mais je peux comprendre qu'à un certain moment donné, ça puisse être gênant. Dans certains postes, on va demander d'évoluer, des choses comme ça. L'idée du portfolio, c'est de montrer que je suis capable d'évoluer. Je suis passé de tel poste-là, telle chose-là, telle compétence à telle compétence, en montrant le processus. Cette démarche-là, dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Et on peut voir aussi la personne devant la bêtise, appelons-la comme ça, devant l'erreur, devant l'imperfection. C'était quoi sa réaction? Et ça aussi en entreprise, c'est intéressant. Si je sais que j'embauche quelqu'un qui est capable d'accepter un point de vue divergent, qui est capable d'échanger, qui est capable de bouger,
peut-être que cette candidature-là va m'intéresser plus qu'un autre, où tout est parfait, mais c'est frontal, c'est comme une espèce de mirage, c'est comme une espèce de truc un peu cosmétique. Alors, il faut essayer de choisir qui on est dans le fond. Un portfolio, il faut que ça reflète qui on est. Si on le fait, puis qu'on se laisse absorber par une démarche qui n'est pas la nôtre, auquel on croit plus ou moins, je crois que ça va paraître. C'est pas authentique, un portfolio. Ouais. Et quand tu parles des entreprises, ou ton entreprise, Opossum, tu parles? Oui. Bon. Et les autres entreprises du Canada ont la même démarche par rapport au portfolio? De plus en plus, les gens vont aller sur Google, par exemple, ils vont vérifier l'identité numérique d'une personne. Ils vont aller voir quelle sorte de traces qu'elle a laissées. Ça n'est qu'une forme de portfolio, ça. Alors, il faut être conscient qu'on existe peut-être sur Internet. Le portfolio vient cadrer l'identité numérique. Quand il est bien fait, c'est ce qui sort en premier de Google. Alors, les autres entreprises, je suis convaincu qu'elles googlisent les gens. Alors, si le portfolio est en ligne, elles ont les réponses à toutes les questions qu'elles se posent et elles s'en servent. Si le portfolio n'existe pas, ben là, c'est peut-être une trace quelconque qui est là, qui prend la place, qui impressionne. Et on n'est pas sûr à ce moment-là de l'effet qu'elle va avoir. Moi, ça me dérange. Je recommande à tout le monde. D'ailleurs, il est sorti quelque chose en France dernièrement, dans l'actualité. Quelqu'un qui s'est fait piquer son identité sur Internet, et la personne qui l'a piqué est allée faire des méfaits, agresser sexuellement une dame, et ils ont arrêté la fausse personne. Et la personne ne le savait pas du tout. Alors, il faut se préoccuper de son identité sur Internet. C'est anecdotique, il ne faut pas paniquer. Là. Mais, ça vient d'arriver, on en parle. D'accord. Et Pierre, toi, concrètement, tu instancies un portfolio comment? C'est une bonne question. En fait, les élèves sont totalement désorientés dans leur apprentissage et dans leur devenir. Et ma problématique, c'est comment on va essayer de donner une vie à demain pour eux. Et à travers un projet de vélo assistance électrique, pourquoi ne pas construire un portfolio, travailler sur la compétence, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, pourquoi ils le font, et essayer de donner une petite réflexion à leurs travaux. Mais ça, c'est un travail qui est long et qui est assez complexe. Et maintenant, par rapport à ça, j'ai plein de questions par rapport à l'expérience de Mario à ce niveau-là. Donc savoir déjà comment tu abordes la problématique portfolio avec des élèves qui sont totalement désorientés par rapport à leur avenir. Surtout aujourd'hui en temps de crise où, de toute façon on va travailler, mais on n'est pas sûr d'avoir du boulot. On est encore sur le CV papier. Comment je vais faire pour me valoriser? Ils n'en sont pas là-dedans. Oui. Ce qui est intéressant dans une démarche de portfolio, c'est que je pense qu'il faut partir des expériences positives des gens. Et les personnes, il faut fouiller un peu dans leurs loisirs, dans leurs passions, dans leurs sujets d'intérêt. En particulier les jeunes qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, il faut creuser un peu dans leur centre d'intérêt et aller valoriser certaines expériences qu'ils ont vécues qui, pour eux, en apparence, c'est complètement banal, c'est d'aucun intérêt, mais qui, placés dans son contexte, vont démontrer des qualités qui peuvent être utiles pour l'entreprise dans un bon contexte. Alors, par exemple, si c'est quelqu'un qui est toujours chez lui en train de démonter des machines, un amateur de moto, et qui, lui, trouve ça absolument banal d'être celui dans la famille, dans le quartier qui répare les motos, de garder des traces de ce qu'il a démonté et de remonter, garder le processus, par exemple, montrer toutes les pièces complètement désordonnées dans la cour, et après ça, voir un peu des étapes, et à la fin, la moto monter, pour la personne qui le fait, ça peut être extrêmement banal. Imaginez-vous pour quelqu'un qui a besoin d'engager une personne qui est capable de ce type d'ouvrage-là. Ça va être formidable. Alors, je crois que le portfolio, il faut se lancer à le construire un peu sans intention. Un peu en se disant, je ne regarderai pas tout de suite le regard qu'on va porter dessus. Au départ, je fais juste recueillir des traces. Je fais juste recueillir des éléments un peu disparates de qui je suis, de dans quoi je me réalise, de qu'est-ce qui me fait plaisir. Et à moyen terme, quand ça fait quelques mois, quand ça fait quelques années, c'est là que je commence à sélectionner des trucs et je nomme en quoi ces trucs-là, ils sont proches de qui je suis, ils sont proches de ce qui me branche, ce qui m'active, ce qui m'anime. Et là, avec le regard extérieur,
oui, je te vois dans cette situation-là. D'ailleurs, je t'ai déjà vu dans le passé, tu l'avais fait, Et là, on commence à voir les démarches se construire. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut faire un matin et se dire dans une semaine, mon portfolio va être fait. Je crois que c'est une démarche qui se fait sur le long terme. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et avec des élèves, tu vas lancer un portfolio, c'est quoi, 1 an, 2 ans? Tu vas pouvoir construire... 2 ans minimum. 2 ans minimum. 2 ans minimum. Je ne vois pas qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant en bas de 2 ans, à moins de vivre en accéléré, d'avoir une extrême capacité d'objectivation, ou d'être supporté avec des adultes qui passent leur temps à faire donner des feedbacks. 2 parents à la maison qui, par exemple, connaissent un peu le but de la démarche et qui vont constamment... mais c'est l'exception. Puis, ce qui est intéressant aussi sur 2 ans, voire même un peu plus, c'est d'avoir le regard, le guide de plusieurs intervenants, de plusieurs professeurs, d'une communauté, que la famille un peu aussi s'en mêle. Plus l'expérience est durable, plus elle est sur du long terme, moi je pense que plus le portfolio est valable. Ou on a affaire à un jeune adulte. On a affaire à un individu qui a 20 ans d'expérience dans un métier et qui là, a déjà plein de traces à des endroits et qui fait remonter plus rapidement parce qu'il a un vécu. Alors ça se peut que ça prenne un peu plus de rapidité là, dans la démarche. Mais avec des jeunes, c'est long. Et avec des jeunes, est-ce que tu vas partir, tu vas les lancer sur le portfolio? Vous allez mettre des traces dans votre portfolio, vous allez mettre des textes, des écrits, des travaux. Est-ce que tu leur donnes un cadre, des compétences? Non, c'est-à-dire, moi, ce que je préfère, c'est plutôt leur parler de s'ouvrir un espace personnel sans trop le présenter sous l'angle du portfolio. Donc, un peu journal de bord, un peu carnet de route, un peu une démarche un peu frivole. Et commencer avec les entrées à mettre des trucs qui appartiennent à des catégories, des thématiques. Quand on s'aperçoit qu'une personne parle souvent de la même chose, ou ce qu'elle dépose a souvent un rapport avec un même thème, on accole une thématique. Et là, ça nous permet de retrouver tous les entrées, tous les artefacts, toutes les pièces qui ont rapport au même thème. Et une fois qu'on a commencé à faire ça régulièrement, on peut retrouver les trucs regroupés, et là, après, vient l'émergence des compétences. C'est sûr que dans le curriculum scolaire, si on veut faire un portfolio plus scolaire, ben là, les compétences ils sont liées au programme. Alors, on peut tout de suite mettre les catégories, les prédéterminées, et dans les entrées, journal de bord, carnet de bord, ben, les lier à ces catégories-là. C'est possible. Mais quand on a la chance, je dirais, de se distinguer du cadre scolaire, parce que le cadre scolaire et le cadre de vie pas toujours facile à faire entrer. On a le malheur dans nos systèmes d'éducation de ne pas toujours avoir une belle adéquation entre ce qui est intéressant dans la vie et ce qui est intéressant de savoir en termes de culture générale. Et à ce moment-là, ben, on peut faire après la nomenclature des compétences. Moi, personnellement, j'ai fait mon portfolio sur 5 ans, ça fait 5-6 ans que je le fais. Si tu m'avais demandé au départ d'identifier les compétences, j'aurais probablement choisi bien d'autres compétences que celles qui sont actuellement affichées. C'est la démarche de construire mon espace qui m'a révélé les compétences qui émergeaient. C'est quand même tes trois items, je partage, je réfléchis, je côtoie, qui t'ont permis d'arriver à ton portfolio, tes compétences, tes défis. Oui, je voulais distinguer l'aspect un peu trace abouti, c'est-à-dire des produits finis, je partage, les trouvailles que je faisais, d'un endroit, processus très imparfait, où je demande aux gens, je réfléchis, de ne pas me juger, je suis en cours de route, donc je suis en train de construire des trucs, et je côtoie, je voulais nommer le réseau qui m'aide à me construire. Alors ces 3 sections-là font partie de la zone carnet de bord, journal quotidien, et c'est l'analyse de ces traces-là qui m'ont permis d'aller sur le vrai portfolio, donc le lieu où je me ramasse et où je nomme où j'en suis et vers où je m'en vais. Et dans un portfolio en général, est-ce qu'à ton avis, les feedbacks doivent être comme des signaux apparaître en quelque part aussi? Feedback de l'enseignant, feedback d'une personne? Ben, oui, en premier, ça sert à l'individu pour se repérer, mais ça peut aussi aider les gens de l'extérieur, quand on va faire un portfolio public, à apprécier ce que les autres en pensent. On n'a pas toujours besoin de voir des feedbacks. Par exemple, dans un portfolio, moi, si tu regardes le site où est le portfolio, il y a très peu de feedback. Il faut aller vraiment dans l'endroit où les traces se sont construites.
J'ai l'impression que en amont, le processus qui a conduit, là, on a besoin de beaucoup de feedback. Mais le rendu, là où on a nos compétences, c'est peut-être moins obligatoire d'avoir tout de suite l'opinion des autres. Parce que moi, quand je consulte un portfolio de quelqu'un d'autre, je me fais ma propre opinion. Je n'ai pas besoin de l'opinion des autres pour me faire une opinion sur ce que je vois. Ouais. Non, mais par exemple, à un moment, je sais pas, sur un portfolio d'apprentissage, les clients partent dans une direction, ils pensent que c'est bien, et le prof dit attention, tu oublies cette dimension, et du coup, il change un peu d'orientation, et on voit vers où il va. Ouais. Ce qui est bien intéressant, je trouve, dans les feedbacks, c'est quand les personnes posent des questions plutôt que de donner des réponses. Quand les commentaires, les feedbacks sont de nature à interroger l'individu qui se construit, plutôt que de lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il faut la réponse dans la question. Oui, mais c'est quand même, ça laisse une porte ouverte. Pierre, une autre question? Non, oui. La construction du portfolio d'apprentissage, où une personne qui a perdu son emploi, par exemple, et qui doit revaloriser ses compétences pour pouvoir se présenter devant notre employeur. Est-ce que la démarche est la même et le résultat va être le même à la fin? Non, je pense que la personne qui vient de vivre un recadrage, qui vient entre autres de perdre un emploi, il faut ventiler, il faut évacuer, il faut nommer tout ce qui touche comme conséquence le fait de vivre ça. Et ça, je ne suis pas sûr que ça doit faire partie du patrimoine. On peut avoir une trace d'un passage comme ça, mais c'est trop chaud pour que ça fasse partie intégrante du portfolio. Il faut autrement dit permettre que dans un espace qui peut être en dehors du portfolio, il y a une forme de ventilation. Pour que lorsque je commence à construire, je parte sur une base qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus plaisante, où je suis orienté vers l'avenir. Le portfolio se construit à partir du moment où je décide que je veux aller à quelque part. Pas au moment où je me plains de ma situation, où je trouve déplorable ce qui arrive. Parce qu'il y a quelques portfolios où on sent cette amertume, cette difficulté de ne pas voir. Il faut montrer quand même un visage proactif dans un portfolio. Alors, comme guide, moi, je préférerais qu'une personne qui a un recadrage à faire fasse l'exercice en dehors du portfolio de se recadrer. Une fois qu'elle est lancée, et là, elle peut refaire monter des expériences qu'elle a peut-être vécues à l'endroit où elle était. Mais dans un contexte où c'est valorisant, c'est intéressant, elle est optimiste, elle s'en va vers l'avenir. D'accord. Parce que l'employeur qui va accueillir, lui, il ne veut pas traîner les difficultés qu'il y a ailleurs. Il veut partir sur des bases solides. Il faut faire attention. On ne peut pas négliger une personne qui vit une rupture d'emploi. Il vit des émotions dans ce qu'il a vécu. C'est peut-être pas de gaieté de cœur qui a changé. Bon, évidemment, si c'est lui qui l'a provoqué, ça peut être différent. D'accord. Et l'autre question, la continuité entre un portfolio primaire, secondaire, université, donc je te parle en France, adapté au Canada, est-ce qu'il y en a une continuité au Canada par rapport il y en a une, dans la mesure où on est capable, les systèmes ne sont pas parfaitement interopérables, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas encore de continuité réelle. Par contre, il y a une catégorie, je crois, qui s'installe, c'est être capable de séparer le contenu du contenant. Alors, peu importe quel contenant j'utilise, que ce soit un contenant papier, une boîte, un coffre, un site web, si je peux extraire à des moments donnés le contenu, le remettre sur un CD-ROM, le remettre sur un fichier texte, le remettre sur un truc donc, que je peux réexporter ailleurs dans un autre contenant, là, je crois qu'il y a une belle continuité. Et l'institution a la responsabilité, je crois, comme institution, d'offrir un contenant dans lequel on peut extraire le contenu. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que je vais prendre un exemple, c'est quand on voit l'évolution de l'utilisation des dispositifs qu'on met en ligne pour les étudiants, enfin les jeunes en général, je ne parle pas des étudiants. Et ça, c'est une conférence que j'ai filmée de Dominique Cardon qui commence à donner des pistes, puis j'ai regardé, j'ai discuté un peu avec les étudiantes. Il y a beaucoup d'étudiants avant d'entrer à l'université, donc avant 18 ans, ados, pré-ados, qui sont sur Skyblog, qui a en quelque sorte, quelque chose d'assez. La représentation. C'est vraiment un journal de bord très spontané. Voilà. Et à un moment, eux, dans leur tête, ils laissent complètement tomber cette chose-là, ils ne veulent même plus en entendre parler, et ils passent à un autre dispositif, ils passent à un Facebook, ils passent à un. Je ne vais pas dire un Viadeo tout de suite, mais tu vois, il y a une autre dimension, j'ai acquis une autre dimension, donc ce que j'étais avant,
j'en tiens compte, mais je ne veux plus le montrer. Là, j'étais une chenille, je pose mon cocon, ou je sais pas, le truc là, de la chenille, là, comment ça s'appelle. Je la pose dans un coin, je deviens papillon et je fais autre chose. Tu vois, il y a aussi il y a des moments de rupture, de discontinuité. Ouais. Et de vouloir donner une continuité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie légitimité à ça. Dans le domaine de chacun, le fait que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je suis obligé de dire que je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, je ne sais pas où on est opposé. Hein? Parce que lorsque je réimporte le contenu, ouais. je dois trier. Ouais. J'ai le droit de dire ça, je ne veux plus le voir. J'ai le droit d'oublier certaines choses. J'ai le droit, autrement dit, de choisir les pièces que je veux réimporter. Si je pars d'un Skyblog, il est bien possible que ce soit des traces un peu disparates. Parce que c'est moi qui me construis. Est-ce que le regard réflexif que je vais porter sur quelque chose qui est arrivé il y a bien longtemps, à un moment où je me considère immature, va m'aider à caractériser qui je suis? Moi, je pense que oui. Est-ce que les traces, je dois obligatoirement les insérer? Ça, je ne suis pas convaincu. Alors, je trouve ça intéressant, l'idée qu'on puisse avoir un dispositif qui nous fasse écarter des choses, trier des choses. Je crois que c'est tout à fait sain. Mais je ne voudrais pas être pris avec un dispositif qui me suit tout au long de ma vie, dans lequel le contenant est enchaîné avec le contenu. Où là, je ne peux pas utiliser un certain nombre de pièces parce qu'il appartient à l'endroit, à l'institution, au lieu qui va aider à me construire. J'aurais l'impression que quelque part, je me fais un peu prendre de moi. Et j'ai fait confiance à l'institution dans ça. C'est ce que je déplore un peu d'un système, par exemple, comme Facebook, où on laisse des trucs, mais pour l'instant, on ne peut pas exporter nulle part un peu le contenu de certaines discussions qu'on a eues, certains murs, tout ça. Bon, alors que dans les blogs, la majeure partie du temps, on peut extraire. Ouais. Une dernière question, Pierre? Non, oui. Ah, sur Internet, on voit portfolio égale identité numérique. Donc on fait l'amalgame. Il me semble que donc, par rapport au schéma de... très bon schéma. Il faut aller voir le schéma de Christophe. J'ai repris, il y a d'autres, j'ai interprété, mais moi je pense que c'est... Je suis d'accord avec toi. Vas-y Christophe, tu nous as bien ramassé ça sur ton schéma. Oui, le portfolio c'est la représentation de soi. Uniquement cette partie de l'identité numérique. L'identité numérique a beaucoup d'autres facettes. Ce qu'on pense de moi, ce que je pense, ce que je dis, mais la représentation de moi, comment je gère ça, c'est, moi à mon avis, l'outil, c'est le portfolio pour faire ça. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur un blog, enfin ça peut être instancé sur un outil là. Mais c'est ce que moi, je gère de ma personnalité, de ce que je veux représenter dans ces démarches-là. Ce que j'entendais, c'est ce que je suis dans les yeux des autres, ça fait aussi partie de mon identité numérique. Est-ce que j'ai bien vu ça dans le schéma? Ça, je l'ai vu, mais j'ai mis dans la réputation. Ouais. Voilà, je ne l'ai pas mis dans le portfolio. Est-ce qu'on peut... gestionnaire de réputation, est-ce qu'il doit être associé à un portfolio, remonter un portfolio? Oui, mais la réputation fait aussi partie des entités numériques. Et ça nous rassure comme internautes parce que ça nous empêche de penser que les gens peuvent faire n'importe quoi sur Internet. Quand on considère que l'identité numérique fait partie aussi de ce qu'on dit de moi, je m'arrange pour quand même me comporter civilement sur Internet. Et ça devrait être une responsabilité que tout le monde prenne, que de se conduire. Tout à fait. On a fait le tour un petit peu là. Pour commencer. Même assez long. Quelqu'un qui nous regarde jusqu'au bout, il est patient. Ils sont pas remis parce qu'on est très intéressant dans ce qu'on dit. On va mettre ça dans nos portfolios? Oui. Allez, c'est parti. Voilà, on va peut-être arrêter là. Il fallait là. Putain.